Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue en compagnie, comme toujours, de Charles Dagneau. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir des sujets encore très différents. Moi, je vais faire un peu la suite, au fond, et la fin de ce que j'avais commencé la semaine dernière. J'ai parlé des Mound Builders, les constructeurs de tumulus américains. On va voir comment les derniers d'entre eux ont fini en parlant de la révolte des Natchez. Toi, tu vas nous parler, mais tout d'abord, tu vas nous revenir avec un sujet qu'on a déjà abordé, mais qui est sans fin, qui nous fournit toujours des anecdotes savoureuses à chaque année, les prix Darwin. Expliquons d'abord, c'est quoi les prix Darwin? Alors, selon la théorie de Charles Darwin sur l'évolution, la sélection naturelle fait que les membres d'une espèce ceux qui ne sont pas capables de survivre vont s'éliminer d'eux-mêmes. Par exemple, un exemple classique, c'est le crabe rouge qui est, par exemple, la proie d'une espèce. S'il change de couleur, il devient blanc. Alors, à ce moment-là, il est protégé. Donc, les spécimens blancs vont survivre alors que les rouges vont disparaître, et ainsi de suite. Dans le cas des prix Darwin, le principe est que les agissements stupides ou la stupidité fait partie de la génétique humaine et ceux qui gagnent le prix, c'est ceux qui vont éliminer leurs gènes du parc génétique humain de sorte qu'on va progresser sans avoir le poids de notre stupidité qui nous traîne. C'est plus folklorique qu'autre chose, évidemment. Et laissez-moi vous dire qu'il ne manque pas de candidats. Ça, c'est définitif, surtout dans notre monde médiatisé d'aujourd'hui. Comme disait Ernest Renan, seule la bêtise humaine peut donner une idée de l'infini. Oui, parce que comme l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de l'univers. Alors voilà. Maintenant, toutes les années, j'ai cette chronique, le choix de Charles Darwin, entre autres en personne, qui va avoir déterminé qui sont les lauréats. Alors, on va passer le classique de 2019 où deux personnes ont décidé, dans le sud des États-Unis, de recréer, ni plus ni moins, les faits de leur héros d'enfance. Et j'ai nommé les Duke of Hazzard. En français, c'était... Shérif, fais-moi peur. Oui, pour ceux qui ont eu la malchance d'écouter cette série-là. Alors, on a des cascades véhiculaires impossibles. Mais nos deux compères qui ont trouvé une rivière qui était sensiblement la même que dans l'émission ont décidé, sans aucune préparation, seulement leur bon vouloir puis leur vitesse, de sauter la rivière à la façon des cascadeurs. C'est ça, mais avec leur voiture. Comme on sait qu'une cascade, ça demande une préparation même scientifique. On doit calculer des vélocités et ainsi de suite. Mais eux autres savaient très bien que quand on fait ça avec une voiture normale, avec un gros moteur, ça va fonctionner. C'est ça, après tous les héros dans ces série faisaient sans faire de calcul. Et ce qui devait arriver arriva. Nos deux amis se sont retrouvés au fond de la rivière. Probablement qu'ils ont prévu que s'il manquait leur coup, une rivière, ça serait moins dur pour atterrir. Mais après 3 ou 4 jours au fond de la rivière, quand ils les ont remontés, bien, ils ont vu qu'ils étaient probablement désolés et déçus dans leur attitude de leur performance. En tout cas, ça, c'est typique du prix Darwin. Ils n'ont pas fait de déclaration après. Et ils ne pourront pas se reproduire. Donc, Charles Darwin en personne a déterminé que c'était eux autres. Un autre exemple, un des rares qui a survécu, mais qui est plus capable de se reproduire, c'est encore ce cow-boy américain, comme on voit dans les films, qui va insérer son arme dans sa ceinture par l'avant. Avec un revolver, c'est probablement pas la chose recommandée, mais c'est plus sécuritaire. Mais le pistolet qui utilise une chambre, lui, on fait uniquement toucher à la détente et il part. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Monsieur n'est plus capable de se reproduire. Ceci étant dit, ce sont des classiques. Il a survécu. Il a survécu, mais il a quand même gagné un prix. C'est ça, il n'y aura pas de descendants. Il n'a pas de descendants. Maintenant, je vais parler d'un prix Darwin, mais c'est un peu plus sérieux. On parle moins c'est un peu plus triste ça, un peu plus triste, disons. Et puis, je vais aussi parler d'une mention honorable. Alors, le prix Darwin 2019 et une mention honorable de 2018. Je vais vous raconter l'histoire d'un missionnaire, un dénommé John Allen Shaw, qui faisait partie d'un groupement religieux du Midwest américain et puis qui... il y avait une obsession du missionnariat.
Donc, lui, le dernier bastion de Satan, c'était un endroit isolé au large de l'Indonésie qui est sous le contrôle politique de New Delhi, aux Indes. Alors, c'était là, la population n'a pas eu de contact avec le monde extérieur. On parle de 1600 ans à peu près, sauf il y a eu un épisode de conquête par l'Empire britannique qui s'était avéré catastrophique pour cette population-là, tant au niveau de l'envie d'exploitation, de recherche de richesse de l'Empire, aussi au niveau des maladies qui ont été apportées et puis de la sauvagerie. Il ne faut pas se le cacher. Quand on voit une situation comme ça, on se demande c'est qui est le plus sauvage. Est-ce que c'est l'habitant de l'île qui vit en harmonie avec la nature, que la population habite ce paradis pour eux autres, ou bien une civilisation qui massacre tout autour de lui? La question philosophique se pose, là. Et puis, ayant survécu à ça, ils ont même, les Britanniques, enlevé certains des habitants pour essayer de les faire se reproduire. C'est immonde d'agir comme ça. Et puis, bon, bien, tous les hommes sont morts de maladie. Puis finalement, ils ont décidé de retourner les enfants, ce qui ne me semblait pas tellement non plus une bonne décision. Mais ayant survécu à ça, c'est définitif que quand il voyait un étranger s'approcher de l'île, il le criblait de flèches automatiquement. Alors, on a notre missionnaire qui, aux alentours de novembre 2018, alors du 16 au 18 novembre, a soudoyé des pêcheurs indonésiens et puis il leur a dit, bien, amenez-moi à l'île et puis je vais les approcher c'était dans les îles Andaman. Andaman, exactement. La suite des îles Andaman, c'est le North Sentinel, qui est une des plus grosses îles au large, justement, de l'Indonésie. Oui, et puis, ça a toujours été un peu disputé, hein, ces îles-là. Et puis, d'ailleurs, on a la civilisation, autant britannique et puis l'Inde, hein, qui était finalement les Britanniques aussi, ont éliminé une grosse partie des habitants de cette île-là. Ça a été un génocide. Il ne faut pas se le cacher. Là, ça commence à ressortir de nos jours. Mais pour notre missionnaire, c'est le dernier bastion de Satan. Alors, le salut éternel des habitants, des pauvres habitants de cette île-là est en péril, et puis lui se donne comme mission d'aller les convertir et puis les amener vers la lumière. Bon, bien, bravo, hein? On ne peut pas dire que c'est une mauvaise intention, mais c'est mal tout ce qui a été fait à ce niveau-là, toujours mal viré. Hein? C'est ça. On l'a vu avec l'histoire du Canada, entre autres, et puis on a appelé ça la compagnie de Dieu à un moment donné, puis on regarde les résultats aujourd'hui auprès des Premières Nations, et puis on découvre que cette approche-là de religieuse, de missionnariat, c'est peut-être pas approprié dans certains cas, puis on va voir ça un petit peu plus loin d'ailleurs. Alors, après avoir soudoyé les pêcheurs, lui, son idée, c'était d'approcher puis d'offrir des colis-fichets, des ciseaux, des choses comme ça, puis de se mettre amis avec eux autres, puis après ça, de commencer à... Typique cliché colonial. Cliché colonialiste. Alors, il se fait amener illégalement, parce que j'ai oublié de mentionner que cette île-là est protégée par la loi. Aucun contact n'est permis, à moins qu'il soit autorisé comme par le gouvernement de New Delhi. Et puis, l'approche doit être faite par des spécialistes, ce qui n'était pas le cas avec M. Shaw. Donc, il s'est rendu sur l'île et puis on l'a vu approcher. Les pêcheurs sont restés un peu au large et on veut approcher notre missionnaire. Et puis, la dernière image qu'ils ont eue de lui, c'est qu'il y avait une corde autour du cou et puis qu'il traînait là, sur la plage et puis ils n'ont jamais retrouvé son corps non plus. Probablement qu'ils l'ont vu plus comme une bombe bactériologique qu'autre chose. J'ai cette impression-là. Puis, cette approche agressive-là n'a vraiment pas plu parce qu'aussitôt qu'il a mis le pied sur la plage, il y a eu un barrage de flèches devant lui et il n'a pas l'air d'avoir compris le message parce qu'il a persisté et voilà. Maintenant, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, une ethnologue indienne a réussi à établir contact. Mais voici comment elle a fait. Elle s'est approchée au large et puis elle a amené avec elle des fruits qu'on ne retrouve pas sur l'île de North Sentinel. Elle a laissé flotter ça tranquillement vers la plage. Les habitants ont goûté à ça, ils ont aimé. Après plusieurs fois, elle a fait la même chose. Et puis, elle les a approchés
approché d'une façon qui est très, très, très respectueuse et le lien a été établi. Puis là, on est en train de découvrir quand même une société merveilleuse parce que c'est un exemple écologique d'adaptation à l'environnement. L'humain, aujourd'hui, on est rendu au point où on a tellement tenté d'adapter l'environnement à notre usage qu'on l'a pratiquement mis en péril. Ben, on l'a mis en péril. Alors que quand on regarde la vie, je ne veux pas dire qu'on devrait tout être des tribus aujourd'hui, mais on a des leçons à tirer de ça. Oui. Mais le fait important, c'est que la route au prix Darwin est souvent pavée de bonnes intentions. Oui, dans ce cas-là en particulier. Ouais. Et pourtant, on pourrait dire, mais il aurait dû savoir que beaucoup de missionnaires dans le passé ont fini comme ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se cacher, beaucoup de ces gens-là ont le complexe du martyr et se sentent, ils vont être, comment dirais-je, ils sont sûrs qu'ils vont aller au ciel s'ils se font tuer. Ses amis et groupes Facebook, etc., il est considéré définitivement comme un martyr. Alors que je pense que officiellement, on devrait le considérer comme un ignorant. C'est ça. Et d'ailleurs... bien intentionné, mais ignorant. La même chose était arrivée, je me souviens, en Amérique du Sud, je crois que c'était en Équateur, dans les années 1980. Un missionnaire avait voulu prendre contact avec une tribu qui était isolée et malgré l'interdiction du gouvernement local, c'est souvent le cas. parce qu'il risquait de leur apporter des épidémies, des maladies infectieuses, il s'est fait tuer et ses amis, sa famille, il disait qu'il savait qu'il risquait de leur apporter une maladie infectieuse. Mais même si les Indiens mouraient, ceux qu'ils convertiraient seraient sauvés. C'était ça l'important. Mais il est devenu un martyr. Religieux, voilà. quand même. Il n'y a pas seulement les islamistes. Rapidement aussi, pour conclure, je vais vous parler de Lauren Gohan et de Jay Austin, qui sont deux milléniaux américains plein de belles intentions, voulant faire la promotion du concept que l'être humain est fondamentalement bon et gentil à l'intérieur et que le méchant être humain, c'est une invention des médias. Et puis, ça a été propagé autour des années. Et quelle meilleure façon de faire passer le message que de faire le tour du monde en vélo. Voilà. OK? Une âme saine dans un corps sain. Eh bien, malheureusement, le périple, après un an, les ont amenés au Tadjikistan, qui est un État un peu dysfonctionnel, où beaucoup de groupes, dont Daesh. Et pour leur malheur, nos deux tourtereaux ont croisé un véhicule de Daesh. Ils étaient aussi en compagnie avec deux autres cyclistes des Pays-Bas, entre autres. Et puis, malheureusement, ils ont servi d'initiation, ni plus ni moins, en leur qualité d'infidèles. Et immédiatement, Daesh a revendiqué leur assassinat. Ça a été habituellement, comme avec Daesh, une horreur totale. Encore là, on voit que la promotion des belles valeurs, et puis ça, nous mène souvent vers des conditions comme les missionnaires ont vécu, etc. Mais le message, fondamentalement, est bon, mais là, on a des personnes qui croyaient tellement en leurs choses, qui ont ignoré carrément les dangers de ça. Espérons que peut-être un jour, il y en a qui vont réussir. Mais pour le moment, bien, la route au prix Darwin... C'est ça. Ça prouve qu'il ne faut pas confondre des concepts philosophiques avec les situations réelles sur le terrain, parfois. Et voilà. Alors, moi aussi, je vais parler d'une tragédie. On va parler d'un événement qui s'appelle la révolte des Natchez. Alors, les Natchez sont une nation amérindienne de ce qu'on appelait la Louisiane à l'époque des Français, mais en réalité, leur territoire se trouvait dans ce qui est aujourd'hui l'État du Mississippi, près d'une petite ville qui s'appelle Natchez, parce qu'il faut savoir que la Louisiane française au 18e siècle, ce n'est pas l'État de Louisiane actuel. Il y a 17 États dans ce qui était la Louisiane française. Détroit était considéré aussi comme faisant partie de la Louisiane à l'époque. C'est quand même loin là, au nord. Mais le développement de la Louisiane, enfin la découverte par les Européens de la Louisiane commence avec vraiment Pierre Lemoine d'Iberville, qui arrive là à la fin du 17e siècle et qui est le premier vraiment à décrire les nations du delta du Mississippi, du delta du fleuve Mississippi. Et d'Iberville va décrire, entre autres, les Natchez. Les Natchez sont une des plus influentes tribus amérindiennes de la région. Ils ne sont pas les plus nombreux, mais ils ont une grande influence, entre autres parce que les autres nations sont portées à leur
prêté certains pouvoirs surnaturels. Ils sont un peu comme des frères aînés. Ils ont un grand prestige, on peut décrire ça comme ça. Les Français vont être fascinés par les Natchez. Les Natchez sont organisés, ont une structure pyramidale, si on peut dire, une société très hiérarchisée, avec un roi théoriquement absolu qui s'appelle le Grand Soleil. On est à l'époque du roi Soleil en France, donc déjà les Français voient quelque chose comme c'est la loi de la nature d'avoir un roi comme ça. Et le roi Soleil, il y a les familles qui lui sont apparentées qu'on appelle les Soleils. Il y a en dessous une hiérarchie de gens qu'on appelle les nobles, les honorables, et toute la masse en bas qu'on appelle les puants, et qui comprennent beaucoup d'esclaves, entre autres. Donc, ces Amérindiens sont les derniers à construire des pyramides, des tumulus de terre pour mettre, entre autres, la résidence du Grand Soleil et le temple du Dieu Soleil. Ces pyramides-là sont très petites comparées à celles qui ont déjà été construites dans le passé. Même les Natchez, eux, avaient abandonné un site plus important qui se trouve pas loin de la ville de Natchez, qui s'appelle Emerald Mound, où il y a une pyramide très impressionnante. Celle qu'il y a dans le dernier village des Natchez, qu'on appelle le Grand Village, c'est tout petit. En fait, ça a 2 mètres de haut à peu près. Mais bon, on voit qu'on est dans la même tradition que la civilisation mississippienne. C'est certainement les derniers représentants. Leur nom repose un petit peu sur une ambiguïté aussi. Eux autres, même dans leur langue, ils disaient « Naché », ce que les Français ont transcrit à l'époque. Quand on mettait le son « et », on n'avait pas d'accent aigu, on mettait « ez ». Alors, ça devait « Natché ». Mais les Espagnols qui ont pris la Louisiane plus tard, eux autres, quand ça se termine par EZ, bien, ça fait Natchez comme Cortés, González, etc. Donc, c'est comme ça, pour ça qu'on les appelle ainsi. Donc, les Natchez sont un peuple d'agriculteurs, avec cette structure aristocratique très particulière qui fascine les Français. Au départ, les contacts sont bons. Sauf que là, il va se passer quelque chose, c'est que la Louisiane, c'est une colonie française où beaucoup de Canadiens vont aller s'installer. D'ailleurs, des gens, ça va être presque une colonie du Canada. Le Canada est une colonie de la France, puis la Louisiane, une colonie du Canada. Mais on n'est pas au Canada, on est dans un autre climat, un autre environnement. Et alors que l'intérêt du Canada pour les Français, c'était beaucoup le commerce des fourrures, et que le commerce des fourrures, ça obligeait à avoir des bonnes relations avec les Amérindiens, avec la plupart des tribus amérindiennes, sauf quelques-unes, mais la plupart parce que on n'a pas le choix. Si on veut leur acheter leur fourrure, il faut s'entendre avec eux. Et chez les Indiens, en plus, pour faire du commerce, il fallait être allié. Donc, c'est pour ça que dans le nord de l'Amérique, les Français ont eu d'assez bonnes relations avec la majorité des Amérindiens, sauf les tribus iroquoises, précisément parce que quand on est allié avec toutes les autres, on est allié contre quelqu'un. Et en l'occurrence, c'était les Iroquois. Mais en Louisiane, ça va se passer différemment parce que on peut faire du commerce des fourrures en Louisiane, on va en faire, mais la fourrure louisianaise, et là, je peux vous dire, pour être un fils d'un trappeur et avoir vu les fourrures en Louisiane, elle est totalement minable comparée aux fourrures canadiennes. C'est pas de la très bonne qualité de fourrure. Il ne fait pas assez froid en Louisiane, tout simplement. Donc, on va chercher une autre ressource et donc, on va penser à faire une colonie de plantation. La première culture qu'on va tenter de cultiver, ça va être le tabac. Éventuellement, ça va être le canne à sucre qui va devenir la culture dominante en Louisiane française, mais au départ, c'était le tabac. Et donc, on fait venir des esclaves, etc. Ça va mieux encore si les esclaves, on les prend dans les tribus voisines. Et donc, on a déjà quelque chose là qui commence à des possibilités de friction. En 1729, on installe un fort, le fort Rosalie, dans le territoire des Natchez. On leur dit c'est pour le commerce. OK, ça va bien. Mais le commandant du fort, le lieutenant Ded Shepard, décide, lui, de se faire une plantation de tabac. Et puisqu'il y a des bonnes terres, on va prendre ces terres-là, mais il se trouve que ces terres-là sont cultivées déjà par les Natchez. Donc, il va leur donner un ultimatum de 1 mois de déguerpir pour pouvoir prendre la terre et faire sa plantation, et en plus les menacer. Si vous ne partez pas, je vais vous réduire en esclavage et c'est vous autres qui allez travailler sur ma terre. Ce qui était le but au point de départ, j'imagine. C'est ça. Alors là, les Amérindiens, au départ,
on va s'en parler entre nous. Et le commandant, lui, pense qu'il les a soumis. Il pense qu'il leur a fait peur, qu'il les a intimidés. Les Natchez, au lieu de ça, vont envoyer des messagers à plusieurs autres nations amérindiennes du coin, les Choctaws, les Chickasaw et quelques autres, et vont en réunir plusieurs qui vont dire, qui vont commencer à voir, qui vont comprendre que cette menace-là, ça commence avec les Natchez, mais ça peut s'appliquer aux autres aussi. Alors, on va décider qu'on ne va pas se laisser faire. Donc, à un moment donné, le Grand Soleil, avec ses principaux guerriers, prétexte une visite amicale au fort Rosalie, et donc on y entre. Le commandant ne se méfie pas, il pense qu'il leur a fait peur. Et là, le Grand Soleil, évidemment, arrive toujours avec une escorte de guerriers. Il est porté en litière. C'était un personnage extrêmement important. On offre des présents, notamment des pots, des perles, etc., au commandant. Et puis soudain, le Grand Soleil lance un signal et les guerriers se répandent dans le fort et c'est le massacre. On ne va pas laisser de survivants, on va même éventrer les femmes enceintes, on va tuer tout le monde, on va scalper évidemment les soldats, on va piller le fort, il va y avoir 200 morts. Et donc, et là, les Natchez s'en retournent chez eux, et là, bien sûr, on sait éventuellement la nouvelle à la Nouvelle-Orléans, et là, on décide qu'il faut répondre. Le gouverneur de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Étienne de Périer, décide donc qu'il faut se combattre les Natchez. On commence par consolider les défenses de la colonie et on monte une expédition militaire formée de quelques soldats français, surtout de beaucoup de miliciens canadiens qui sont établis en Louisiane et qui ont l'expérience de la guerre contre les Indiens, et de la tribu indienne des Choctaws qui sont les ennemis plus ou moins traditionnels des Natchez. Alors, on va attaquer le fort Rosalie que les Natchez occupent. On va réussir à les déloger de là. On va les faire battre en retraite. Durant la retraite, des prisonniers français, parce qu'il y en a eu quelques-uns, vont réussir à se sauver. On va les reprendre et on a demandé des renforts en France. Des troupes régulières vont arriver et on s'en va combattre les Natchez qui sont en fuite vers le nord. Alors, on va en capturer plusieurs et il va y avoir plusieurs combats. Ça va s'étirer un petit peu. Il faut revoir un peu l'environnement dans cette région-là qui est assez marécageux, beaucoup de forêts. Donc, on a une espèce de guerre de guérilla dans presque une jungle. Et donc, ça va être une guerre difficile. Mais éventuellement, on va réussir à encercler le reste des Amérindiens, des Natchez qui, en 1731, vont capituler. Et là, les Français vont faire 427 prisonniers, dont le Grand Soleil, et vont tout simplement les vendre en esclavage dans les colonies des Antilles, notamment à Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti. Là. Donc, la partie française de Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, parce qu'il y avait aussi une partie espagnole, qui est la République dominicaine aujourd'hui. Donc, et les autres Natchez, parce qu'il y a quand même encore des survivants, vont se réfugier chez d'autres nations amérindiennes, notamment chez les Chickasaw, qui sont restés neutres dans le conflit, mais qui maintenant ont vraiment peur des Français. Et là, les Chickasaw, les Natchez, je l'ai mentionné, ils ont un grand prestige. Ils vont monter les Chickasaw contre les Français et les Chickasaw vont devenir les ennemis des Français et la guerre va encore s'étirer. Ils vont refuser, entre autres, de livrer les derniers Natchez prisonniers qu'ils ont chez eux et que les Français veulent avoir comme prisonniers. Donc, la guerre va reprendre entre les Français et les Chickasaw. Le nouveau gouverneur de la Louisiane, qui est le sieur de Bienville, le moine de Bienville, le frère de le moine d'Iberville, donc un Montréalais en passant, il va leur déclarer la guerre aux Chickasaw et il va avoir très peu de succès en fait dans sa guerre. Il va être repoussé 2 fois par les Chickasaw et les Chickasaw vont se laisser tenter par l'Alliance anglaise éventuellement. Puis ça va durer jusqu'à temps que l'Espagne devienne propriétaire de la colonie en 1762 par un traité secret. Donc la Louisiane, l'ouest devient espagnol, l'est de la rive devient anglais après la fin de la guerre de 7 ans. Et donc les Espagnols reprennent un peu la politique de la Louisiane. Les Espagnols essaient de se faire des alliés, eux aussi, avec toutes les tribus amérindiennes, parce qu'il manque de colons, tout simplement. Alors, ils vont se faire des alliés, mais les Français vont les avoir influencés. Et on va le voir en 1794,
le gouverneur Carondelet, gouverneur de la Nouvelle-Orléans, signe un décret libérant tous les esclaves amérindiens. Il faut savoir que dans les colonies espagnoles, c'était pas normal d'avoir des esclaves amérindiens. Les Amérindiens devaient, en principe, être exemptés de ce traitement-là. Donc, on dit que c'est pas normal, donc en Louisiane, il y a des esclaves amérindiens, ce qui était pratiqué par les Français. Donc, on décide, on ajuste la Louisiane sur les normes espagnoles. Il n'y aura pas d'esclaves amérindiens en Louisiane. Mais dans son décret, il fait une exception, sauf ceux d'origine natchez. Eux, s'ils veulent se libérer, vont devoir ramasser de l'argent et se racheter, comme tous les esclaves peuvent le faire. Donc, c'est dire qu'ils sont restés marqués. Et les natchez, dans les années 1940, en Oklahoma, on a découvert, à un moment donné, il y avait une vieille dame dans la tribu des Chickasaw, parce que les Chickasaw font partie des tribus amérindiennes qui, en 1830, ont été déportées vers l'Oklahoma par le gouvernement américain. On va découvrir une dame qui emploie des expressions que personne ne comprend, et on va s'apercevoir que c'est la dernière personne à parler de Natchez. Elle va décéder dans les années 1940. Il faut savoir aussi que ce massacre-là va créer un certain complexe chez les Français qui va se manifester par le romancier Chateaubriand, qui va, au début du 19e siècle, écrire un roman qui s'appelle « Les Natchez », qui parle un petit peu des événements en question et dont les héros sont un couple de jeunes Natchez qui éventuellement vont se sauver au nord et remontent le fleuve Mississippi jusqu'au sud Niagara, ce qui est totalement impossible. Et enfin, ça va donner une certaine célébrité aux Natchez aussi. Alors, c'est ça, la tragédie de l'histoire des Natchez qui met un point final à la civilisation des constructeurs de tumulus, des mound builders dont je parlais la semaine dernière. Un moment pivot dans cette histoire que tu comptes, c'est le commandant du fort qui a décidé justement de se faire sa propre plantation. Est-ce que ça dit qu'est-ce qui lui est arrivé finalement à ce temps-là? Il a été tué avec tous ceux qui étaient dans le fort. He had it coming, comme on dit aux États-Unis. C'est exactement. What goes around comes around. Et voilà. Alors, et c'est tout pour cette semaine. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Histoire à dormir debout.